Quand j'étais enseignante de français langue étrangère, je faisais beaucoup de gestes. Je mimais à peu près tout ce que je disais. Donc j'ai fini par me demander si ces gestes servaient à quelque chose pour mes élèves. Est-ce qu'ils aidaient à l'apprentissage? Est-ce que ça avait un effet sur la mémorisation? Et en cherchant, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune étude sur le sujet. Alors il y avait des choses sur la parole de l'enseignant, mais sur la gestuelle, rien. Et je me suis dit que ça ferait un bon sujet, donc c'est comme ça que je me suis lancée dans cette recherche. Au début de chaque journée de fouille, je pense à tout ce qu'on pourrait découvrir. Et puis finalement, je vais faire une toute autre découverte. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Pour cette deuxième saison du podcast Dans les pas d'Archimède, 6 chercheuses et chercheurs d'Aix-Marseille Université nous racontent en détail l'histoire d'une formidable découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, Marion Tellier, professeure des universités en didactique des langues, nous parle de l'importance d'adapter sa gestuelle pour améliorer l'apprentissage des langues étrangères. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je m'appelle Marion Tellier, je suis professeure des universités en didactique des langues à l'université d'Aix-Marseille et je suis chercheure au laboratoire Parole et Langage, donc c'est un laboratoire du CNRS et d'AMU. La didactique, c'est la discipline qui réfléchit à la manière dont on enseigne une matière. Donc moi, en tant qu'enseignante de français langue étrangère, FLE, la question de la gestuelle m'a tout de suite intéressée. Les études gestuelles, là, c'est un domaine qui est assez récent, qui recouvre beaucoup de choses et notamment beaucoup d'idées reçues. Par exemple, on pense toujours qu'on fait des gestes pour aider notre interlocuteur à nous comprendre. Alors c'est vrai, mais si on y réfléchit bien, quand on parle au téléphone, on fait souvent des gestes et notre interlocuteur ne nous voit pas. Donc les chercheurs en gestuelle ont travaillé là-dessus et ont montré qu'on fait aussi des gestes pour soi, pour nous aider à produire le langage, pour nous aider à structurer notre pensée, à alléger la charge cognitive. Dans mon travail de thèse, je me suis demandé si les enseignants de langue faisaient des gestes pour améliorer la compréhension, la mémorisation de leurs élèves. Alors c'était bien le cas, mais à la fin de ce travail, je me suis demandé si la gestuelle adressée à un interlocuteur non natif, un apprenant de langue, c'était toujours spontané, si on adaptait toujours spontanément sa gestuelle. Plusieurs études avaient déjà montré que quand on s'adresse à un étranger, on adapte sa façon de parler. Alors on parle plus lentement, on va articuler plus, on va utiliser des mots plus simples. Mais par contre, on n'avait jamais vraiment étudié la gestuelle dans ce contexte. Est-ce qu'on adapte aussi sa gestuelle ? Donc quand j'ai été recrutée à l'université d'Aix-Marseille comme maîtresse de conférence en 2007, j'avais toujours ces questions en tête. Et en 2009, j'étais dans un café avec ma collègue américaine, Gail Stam, qui s'intéresse au même sujet. Et on discutait de ça, et puis finalement, on a eu l'idée de lancer ce projet de recherche qu'on a appelé Gesture in Teacher Talk. Et voilà, sur un coin de table dans ce café, on a commencé à élaborer notre plan expérimental. On était convaincus que ces gestes peuvent jouer un rôle important dans la transmission de l'apprentissage, et que maîtriser les bons gestes peut devenir une réelle compétence pour les enseignants de langue. Alors notre protocole expérimental, ça a été le suivant. On voulait comparer la gestuelle de futurs enseignants de FLE, donc des étudiants de master FLE qui sont en formation, et on voulait leur demander de faire deviner des mots à des interlocuteurs francophones versus des interlocuteurs non francophones. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 10 étudiants de master FLE. Alors évidemment, on leur a pas dit qu'on étudiait leur gestuelle, parce qu'on voulait que ça reste spontané et personnel. Et ils se sont retrouvés alternativement devant un interlocuteur natif et un non natif. Donc le non-natif, c'était un étudiant étranger qui apprenait le français à la fac. Et donc nos étudiants de Master FLE, ils devaient piocher des petits papiers sur lesquels il y avait des mots inscrits, il y avait des noms, des verbes, des adjectifs, des mots abstraits, des mots concrets. Et ils devaient faire deviner ces mots à leurs interlocuteurs. Alors les seules restrictions qu'ils avaient, c'était de ne pas utiliser des mots de la même famille que celui qui était à faire deviner ou une traduction dans une autre langue. Mais ils étaient complètement libres d'expliquer comme ils voulaient. Et donc, à chaque fois, les conditions d'enregistrement étaient les mêmes mots à faire deviner, mais il y avait juste l'interlocuteur qui changeait. Donc, une fois, c'était un francophone, une fois, c'était un non-francophone apprenant du français. Et nous, notre but, c'était de voir si la gestuelle changeait
en fonction de l'interlocuteur. Mon hypothèse de départ, c'était qu'ils allaient faire plus de gestes déjà, et puis des gestes plus illustratifs, avec des non-francophones. Donc on parle là de gestes iconiques, c'est des gestes qui vont vraiment illustrer le référent verbal de ce qu'on est en train d'expliquer. Je pensais aussi qu'ils allaient faire des gestes plus grands, parce que souvent, comme on l'a dit, quand on parle à un étranger, on parle plus fort. Donc je pensais que ça allait être en parallèle avec des gestes aussi plus grands, comme le son de la parole allait être aussi plus important. Alors comme Gaël était aux États-Unis, j'ai commencé à recueillir les données toute seule, c'était fin 2009. On avait défini ensemble la méthode qui allait permettre de coder chaque geste, du début à la fin, la taille du geste, son type, etc. On a utilisé un logiciel qui s'appelle Elan. Donc c'est un logiciel qui est conçu pour l'étude gestuelle. Et son interface ressemble un peu à une partition de musique ou à un logiciel de montage vidéo avec différentes pistes. Donc on a une piste pour chaque élément qu'on veut coder. Une piste pour la parole, une piste pour le type de geste, une piste pour la taille des gestes, par exemple. On a aussi utilisé le logiciel Space, qui a été conçu par une chargée de recherche en informatique du laboratoire Parole et Langage, qui s'appelle Brigitte Bigy. Et ça nous a servi à faire des requêtes automatiques dans nos 240 fichiers de transcription. Ça nous a permis de faire des recherches beaucoup plus rapidement une fois qu'on avait tout codé. Et puis enfin, il y a Alain Guillot, qui est ingénieur de recherche au CNRS, qui est aussi membre du laboratoire Parole et Langage, et lui, il nous a aidé à traiter statistiquement les données. Alors concrètement, j'ai filmé toutes les séances. J'ai commencé à tout transcrire, geste par geste, mot par mot. Alors c'était un travail extrêmement chronophage, méticuleux. Et heureusement, j'ai été accompagnée pour le réaliser. Gaël et moi, on a formé des étudiants au codage de la gestuelle, à la transcription des interactions. Et leur participation a été vraiment très précieuse. Ça nous a permis d'avancer vraiment de manière considérable. Et sans eux, le projet n'aurait jamais vraiment pu décoller. Alors ensuite, Gaël et moi, on a regardé dans le détail et corrigé, si besoin, ces codages qui avaient été faits par des étudiants. Et on a regardé pour chaque geste, on a discuté chaque paramètre. Par exemple, la segmentation des gestes, c'était quelque chose qui nous posait problème. Où est le début, où est la fin du geste ? Quand on a des gestes qui s'enchaînent très rapidement, c'est difficile de trouver le point de bascule où il faut couper en disant là c'est le geste 1, là c'est le geste 2. Donc des fois, on regarde image par image. Et puis souvent, les gestes s'enchaînent très très vite. Alors la nouveauté de notre objet de recherche nous donnait vraiment envie de faire une étude extrêmement méticuleuse, extrêmement précise. On a codé des paramètres qui ont été assez peu étudiés, comme la taille du geste ou sa position dans l'espace. Et on a fait ça pour des centaines de gestes et ça se fait à 40 millisecondes près. Alors, comme les études gestuelles, c'est un champ d'études assez récent, il y a beaucoup de choses à construire au niveau méthodologique. Donc, on a fait pas mal d'essais-erreurs. C'était parfois assez compliqué parce qu'il y a des éléments qui relèvent de la subjectivité. Donc, il fallait objectiver un petit peu les catégorisations qu'on mettait en place. Et donc, c'est pour ça que ce projet a mis beaucoup de temps. Au total, on a mis 4 ans pour coder l'intégralité des vidéos. Alors, il faut le dire, parfois, la recherche, ça prend du temps. Et en ce qui nous concerne, entre autres explications, il y avait surtout cette rigueur dans les transcriptions dont j'ai parlé. C'était d'autant plus difficile parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique autour des gestes, sur la manière de les catégoriser, de les découper en mouvements. Dans le monde, on est quelques chercheurs en gestuelle, on est éparpillés un peu partout. Donc, il faut aussi construire ces outils. Alors, ça m'est arrivé de ressentir parfois un peu de lassitude. Et en même temps, plus j'avançais dans la recherche, plus je trouvais que notre corpus était super parce que ça ouvrait plein de pistes en didactique des langues, en études gestuelles. Il y avait vraiment plein de choses nouvelles qu'on observait qui parfois contredisaient des résultats antérieurs d'autres chercheurs, ou en tout cas les complétaient. Et donc, c'est pour ça que quand notre étude elle a été publiée dans sa globalité en 2021, j'étais à la fois soulagée et très heureuse. Finalement, notre recherche a confirmé nos hypothèses de départ. Lorsqu'on s'adresse à un interlocuteur non natif, non seulement on fait plus de gestes, mais aussi ces gestes sont plus illustratifs et ils sont plus larges. Et ce qu'on n'avait pas du tout envisagé, qu'on a trouvé aussi, c'est que ces gestes durent aussi plus longtemps. Donc ça peut s'expliquer par le fait que souvent on parle aussi plus lentement quand on parle à un étranger, donc les gestes prennent aussi plus le temps de se déployer. Un bon exemple d'adaptation gestuelle qui vient de notre corpus, c'est un étudiant de Master FLE qui fait deviner le mot « grimper ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand il s'adresse à un natif et un non-natif,
il dit exactement la même phrase. Il dit « c'est un verbe synonyme de escalader ». Et quand il dit escalader, dans les deux cas, il fait un geste. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le même geste. Donc quand il parle à un natif, il fait un geste qui est un petit peu comme si on tenait une balle avec la paume de la main vers le haut. Et en gestuelle, on appelle ça un geste métaphorique. Donc au moment où il dit escalader, il fait ce geste métaphorique qui n'apporte rien sur le sens du mot escalader. Mais quand il s'adresse à un non-natif, il dit exactement la même phrase, mais cette fois-ci, il fait un geste comme s'il était en train de mimer l'action d'escalader, avec les mains qui alternent, qui sont en train de grimper, comme s'il s'agrippait à une paroi. Et donc là, c'est un geste iconique, parce que c'est un geste qui vraiment illustre le sens du mot. Donc on voit que dans le deuxième cas, il a utilisé un geste qui va vraiment aider son interlocuteur à comprendre ce mot escalader qui n'est peut-être pas compris d'un étranger. Dans notre étude, on a vu aussi que parfois, les non-natifs imitent les gestes qui leur sont adressés et produisent des gestes aussi quand ils cherchent des mots. Et donc là, ça confirme cette hypothèse dont je parlais tout à l'heure, que le geste sert à produire du langage, ça aide dans la production du langage, notamment ça va aider à structurer la pensée, ça va alléger la charge cognitive et ça va aider à rechercher du lexique en mémoire. L'originalité de notre recherche tient aussi au fait, et ça j'y tiens beaucoup, que c'est une étude à la fois quantitative et qualitative. Alors, il y a une partie qui répond à des hypothèses basées sur des statistiques, donc ça c'est la partie quantitative, mais aussi une partie où on a regardé les gestes qualitativement, c'est-à-dire la qualité de l'exécution, la manière dont la gestuelle varie en fonction de l'interlocuteur, le lien avec la parole. Nos collègues scientifiques ont très bien accueilli ces résultats dès nos premières publications. Ils trouvaient vraiment le corpus intéressant, original, et le fait que il y ait des étudiants en formation et ce côté dynamique dans la recherche, ça leur a semblé vraiment très intéressant. Donc le fait d'intégrer des étudiants de master et de les former en même temps à leur futur métier, pour moi c'est vraiment intéressant parce que ma recherche, elle a vraiment nourri mon métier de formatrice. Donc ça fait de cette recherche un objet multifacette, finalement gagnant-gagnant, avec la recherche et la formation qui se répondent. Avec cette étude, je me suis posé une autre question. Est-ce que tout le monde fait des gestes spontanément et adaptés au niveau de linguistique de l'interlocuteur ? Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir fait un aspect qualitatif dans la recherche parce que, oui, statistiquement, les gens adaptent leur gestuelle à leur interlocuteur, mais quand on regarde qualitativement, on voit qu'ils ne le font pas tous et ils ne le font pas tous bien. Certains font des gestes quand ils s'adressent à un non-natif qui ne sont pas forcément facilitants pour la compréhension, qui ne sont pas forcément illustratifs. Des fois, il y a des gestes un peu confus, des gestes nerveux. Donc on voit qu'on n'est pas tous égaux dans le côté pédagogique de la gestuelle. Alors il faut savoir que partout dans le monde, on produit des gestes, mais le côté pédagogique de la gestuelle, il faut vraiment le développer, il faut l'assumer, surjouer. Je dis souvent, il faut en faire des tonnes. Quand les enseignants de langue nous parlent de leurs gestes, ils disent « moi je fais le clown dans la classe, j'en fais beaucoup », parce qu'ils n'utilisent pas leur gestuelle naturelle dans la classe, ils utilisent leur gestuelle de prof, comme ils utilisent leur voix de prof d'ailleurs. Donc c'est là que j'ai compris qu'il s'agissait d'un apprentissage professionnel, qu'on pourrait travailler cette gestuelle en formation. Donc j'ai créé des ateliers de formation en gestuelle pour les étudiants de Master FLE, je les ai filmés pour leur faire prendre conscience de leurs gestes. Et donc, ces ateliers ont montré une réelle amélioration dans la façon dont ils expliquent des mots et des consignes et la façon dont ils gestualisent. On a souvent des recherches qui se concluent par « ça pourrait être intéressant d'appliquer ces résultats sur le terrain ». Mais on ne passe pas toujours à l'acte. Souvent, ça se conclut comme ça. Et moi, je suis vraiment heureuse et fière parce que je peux me dire que je l'ai fait. J'ai pris les résultats de mon étude, je l'ai adapté dans des modules de formation. J'ai vraiment intégré sur le terrain, dans mes cours, des résultats d'une recherche scientifique directement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça m'a permis d'ouvrir un tout nouveau pan de recherche interdisciplinaire en France, vraiment de faire encore un peu plus s'articuler la didactique des langues et les études gestuelles pour la formation des enseignants, et ça, c'est vraiment bien. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, le JCAM. Il a été monté par Méry Royer et la musique a été composée par HDV. Le mixage a été réalisé par le studio Medusa Prod.
Un grand merci à Marion Tellier pour sa participation.